Et Nathanaël, t'as quelque chose? Dis-moi, Nathanaël, ça serait pas Julien? Ouais, Nathanaël, t'as un truc pour moi? Quentin, elle m'a dit que c'était de la bonne. Oh! Tu deals, toi? Non. Tu deals? Non. Nathanaël, je te préviens, si je te surprends à vendre de la drogue, on partage. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre émission Savage Talk Show consacrée aux haters et aux no-kill. J'ai toujours avec moi Julien. Ça va Julien? Ça va, nous va et toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs mon grand? Mais Julie, ça se voit pas. C'est pas faux. Mon ami Quentin Combe, ça va? Ça va toujours. Donovan, Très bien. qui est venu accompagner. Hein? Ouais. Doggy Style. Alors, dans cette nouvelle émission, nous allons aborder plusieurs thèmes. Je voudrais tout de suite qu'on en aborde ensemble. Alors, il n'y a pas les fous de la truite qu'on a habituellement, mais il y a une question qui revient souvent, c'est le triple pour la truite. Est-ce que c'est bonne, mauvaise idée? Est-ce qu'il faut tout changer pour des hameçons simples? Je vous avoue que moi, je suis un peu flottant sur cette question. Moi, mes rivières sont uniquement en hameçon simple sans ardillon, donc comme ça le problème est réglé. Bah là, encore une fois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est aux législateurs finalement, au bout d'un moment de trancher, quoi. Sinon, après, dire que c'est bien ou pas bien... pas... Bah après, ce qui est vrai, c'est que le deuxième triple qui arrive dans l'œil de la truite, Oui. on a un peu tous vécu. T'en mets qu'un seul. Elles aiment pas trop. Elles aiment pas trop. Bah après, quand elles ont plus qu'un seul œil, le problème, c'est qu'il faut l'attaquer du bon côté, quoi. Ouais. C'est plus technique. Shitstorm. Mettez des commentaires de merde, ça fait de l'interaction. Ça fait du référencement. Ça fait du référencement. Bon, peut-être qu'on posera un jour la question vraiment aux vrais truiteux. Ouais. Moi, je pêche pas du tout la truite, donc je m'en fous complètement. Je pêche rarement, enfin j'ai la rivière à côté en bas de la maison. En fait, sur le principe, qu'on a envie de dire oui, elles sont simples, c'est sans doute mieux que triple. Ça, on comprend tous. Mais à quel point c'est fondamental, je ne sais pas. Peut-être qu'on posera la question un jour aux vrais pêcheurs de truite. Je sais que Benjamin, là-dessus, par exemple, qui est un truiteux au carré, lui, comme il dit, oui, si la législation l'exige, sinon pas spécialement. Ouais, bon. Après, je dirais que ça dépend aussi s'il y a un ou deux triples, comme tu disais. S'il y a qu'un triple sur le leurre. Ah, c'est vrai que juste le Pourquoi triple à pas. l'arrière, c'est vrai que ça irait très bien. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'en général, dans les réglementations, comme tu disais, souvent, c'est en plus, couplé à ça, c'est souvent sans ardillon. Alors en général, on a tendance plutôt à mettre un simple sans ardillon quand on pêche la truite. Donc c'est vrai qu'en général, on fout plutôt des simples, en fait. Mais Après, pourquoi pas un triple sans ardillon ça peut aussi hein. ardillon écrasé. Autre question, voilà. Le lip grip, ça, vous savez ce que les Français appellent, comment ils Fish appellent grip. ça? Fish grip, c'est ça. Donc cette pince qui permet de saisir les poissons par la mâchoire. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il faudra certainement séparer la mer de la rivière. Alors je vais commencer par des gens qui connaissent essentiellement la rivière. En rivière, Donovan. Moi, alors, je l'utilise plus maintenant parce que moi j'ai appris à maîtriser mon poisson, mais pour quelqu'un qui va débuter entre guillemets la pêche, c'est un bon outil de sécurité pour lui. Vraiment, c'est peut-être pas forcément le mieux pour le poisson, par contre pour la personne en elle-même, c'est bien. Et je pense que ce que veut dire Donovan, et il a complètement raison, c'est que même si on est tous d'accord, en fait, après pour dire que le lip grip, c'est pas C'est top, pas le top. peut-être que mieux vaut ça qu'un poisson qui tombe encore une fois lourdement au sol. C'est ça. Ça, c'est important. Puis même se blesser soi-même. Quand on utilise des leurres qui ont des triples en 3-0 ou 4-0, se mettre ça dans la main, Donc prenez aussi une pince coupante. On en a une très bonne chez Savage. Quentin? Moi, pas de fish grip. Pas de fish grip. Après, c'est vrai, quand j'ai commencé la pêche, c'était au moment où c'était en train de basculer. C'est-à-dire qu'il y avait eu la mode où tout le monde les utilisait. Ouais, exact. Et on commençait à dire que c'était vraiment à proscrire, plus ou moins. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux trucs, à mon avis, qui sont problématiques, qui sont immédiats, et tout le monde, moi-même, j'en ai utilisé. C'est que d'abord, ça fait presque systématiquement un trou. Ouais. Oui. Et donc, tous les poissons aspirent plus ou moins. Donc, pour s'alimenter, en fait, c'est problématique. Parce que si, quand vous aspirez, tout ressort par un trou, la force d'aspiration est moindre. Donc, on a constaté dans certains pays des brochets qui maigrissaient à cause de ça. Puis, par exemple, quand on gill grip,
on fait pas de trou, sauf parfois où vraiment le poisson s'est lourdement débattu, on passe à travers la membrane en fait. Là ils ont une membrane. Ouais. C'est pas bon pour le poisson. C'est toujours mieux que de le faire tomber par terre. En fait, le problème quand on guild grip un poisson, quoi qu'il arrive, faut pas l'échapper. Même si ça devient un peu violent, c'est compliqué. Même si on sent qu'on perce la membrane, mieux vaut ça qu'il se piate, surtout que c'est des gros poissons généralement qui s'éclatent au sol, exactement. Donc ça c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on expliquait à la fois dans la première émission, c'est les poissons qui sont en fait présentés tenus verticalement. Comme ça. Normalement, le lip grip bien utilisé, si on peut bien l'utiliser en eau douce, on prend le poisson comme ça et en fait on utilise cette sécurité là pour pouvoir le saisir autrement. Généralement c'est ça. Et par exemple avec les enfants ça peut être assez pratique. Ah, ça va être ça, surtout ça, leur faire découvrir un peu la pêche, même en sécurité quand ils vont vouloir y aller tout seuls. En fait c'est une sécurité pour l'enfant et pour le poisson en fait. Ça. Aussi. Et à ce moment-là, vraiment, c'est vraiment, même moi je conseille ça aux enfants en termes de sécurité pour eux bien sûr. Soit ça, ou alors il y a des gants après qui sont faits pour, mais ça on en peut. Mais on en revient toujours au même, peut-être que c'est bien d'apprendre à guild gripper, parce qu'en fait là on parle du lip grip, on est en train de penser brochet en fait, parce que par exemple pour le sang de la perche, le black bass, je vois absolument pas l'utilité. Là, à ce moment-là, oui, sur le brochet, attention, je parle bien sur le brochet, parce que il y a des gros risques. Le brochet, c'est quand même 700 dents. Le gamin, s'il passe sa main dans la gueule du brochet. Oui, puis le brochet, c'est un poisson, il lui manque une poignée. Je veux dire, le black bass, on voit tous comment le choper. Le brochet, c'est compliqué. Le brochet, c'est passer derrière les ouïes, venir attraper, il y a juste un petit moment de pression qu'on va pouvoir avoir. C'est ça. Puis il faut avoir de la poigne. Et c'est ça. Et dès qu'il va commencer à se secouer dans les airs, il va le tenir. Ouais. C'est souvent à ce moment-là où on se blesse. Exactement. Et le fish grip va éviter justement à l'enfant de se blesser comme ça. Après, le mieux, ça reste d'apprendre à le manipuler et de le manipuler. Mais ça peut pas se faire instantanément. Ouais, voilà, c'est ça. Et même donc, pas que les enfants, un mec qui est débutant, pourquoi pas dans une phase de transition, d'apprentissage, les premières années. D'avoir ça, et puis de pouvoir. Parce que comme on l'a dit toujours, le problème c'est que ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui s'est passé avant la photo. Si le mec a échappé 3 fois son poisson au sol en voulant l'horreur, le prendre en photo debout, ce qu'après on apprend à ne pas faire, on reste toujours à il n'y a aucun gain ce qu'il n'ait pas utilisé de lip grip. Ça c'est clair. Quentin, tu veux dire un truc? D'ailleurs, juste par rapport à la dernière chose que tu as dit, il y a des règlements dans certains plans d'eau. Dernière chose que j'ai dite, le CDI était avant le. Il y a des règlements dans certains plans d'eau privés, entre autres, où justement ils interdisent plutôt de faire des photos debout, par exemple, pour éviter les chutes. Là, ça me semble plus important, Et pour juste finir sur ce que je disais tout à l'heure sur le fish grip, je pense. Ah, mais c'était pas trop intéressant, alors je sais pas. C'est pour ça. Vas-y. Pour les enfants, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, tu peux pas trop gérer. Mais pour les débutants, je conseille, alors même si, comme tu dis, au début, quand tu débutes, peut-être c'est bien, ça peut faire une transition, mais il faut apprendre le plus vite possible à tenir un poisson, un brochet en l'occurrence, avec un gant. Il y a plein de gants qui existent sur le marché, on en fait des très bien avec une paire. Là-dessus, je suis un peu. Alors, il y a deux choses. D'abord, je pense juste pour la prise. Alors, même ça. Pas pour la manipulation. Je tiens à dire quelque chose, que moi j'ai utilisé aussi ces gants au début. Alors, deux choses. D'abord, peut-être que l'épuisette, il faut rappeler que c'est quand même le meilleur allié du pêcheur. Oui. L'épuisette, ça laisse le temps de décrocher. Là, pour une épuisette, même avec qui pose son poisson par terre, si c'est pas juste du sable ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Ça laisse le temps de décrocher, d'attraper correctement. Tout ça, c'est le meilleur allié du pêcheur. Mais sur les gants, moi j'ai arrêté de l'utiliser pour une raison simple, c'est qu'en fait, d'abord on se sent sécurisé, donc on serre pas assez fort. Et donc et en plus c'est super glissant. Et donc on est obligé de serrer beaucoup plus fort qu'on serrait avec la main. Ou si on serre pas assez, enfin dans les deux cas, soit on fait un trou au poisson, soit il nous échappe. Je préfère bien le prendre à la main qu'avec ces trucs-là. Ça c'est personnel, mais l'expérience que j'ai eu avec ça, j'ai très vite arrêté. En une semaine de pêche, j'avais déjà abandonné le procédé. Et vous voyez que je vous vends rien parce qu'on en vend chez Savage. Et c'est un produit que je déconseille moi. Mais après, pour pas se couper, pour commencer, les gamins, tout ça, ça peut servir. Moi j'utilise, j'ai pas ce sentiment, mais après. Après, t'as une bonne. En fait, j'utilise l'épuisette. Toi, ils sont déjà morts quand tu fais la photo. Oui, donc après, ça bouge moins. Tu t'en fous. Après, faut voir plutôt dans les autres marques pour les couteaux pour lever les filets, mais ça, c'est encore autre chose. Oh, c'est pas dit qu'on en propose pas un jour. Mais moi, en fait, j'utilise l'épuisette pour la sécurisation, décrocher tout ce que, les manipulations qui se font, on va dire, avant une photo ou avant le release. Et le gant, mais c'est vraiment uniquement pour la prise et pour se protéger la main, éviter de se retrouver avec une hémorragie, quoi. Parce que bon. Je me tourne maintenant vers Julien, parce que là, on va parler de pêche en mer, où c'est là où les choses sont peut-être plus nuancées encore. Par exemple, Amio a sorti cette grande pince qui sert à attraper les thons, qui est en fait inspirée d'un modèle très connu italien, c'est ça? Oui, c'est ça, qui est bien meilleur peut-être aussi d'ailleurs, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de tester. Bon, en tout cas, la pince Amio est très très réputée en bord de mer, beaucoup de gens l'ont. Moi, je m'en sers. Tu t'en sers? Exactement. Alors, c'est sûr. Alors, comment on s'en sert? Tu t'en sers pourquoi et comment tu t'en sers? Donc, c'est une énorme pince et c'est pour les thons rouges. Ouais, c'est une grande pince. Je m'en sers la plupart du temps quand un poisson arrive au bateau pour essayer de
de le bloquer, le décrocher et ensuite on s'en sert pour relâcher son poisson. Oui, parce qu'on rappelle que les thons rouges restent dans l'eau. La plupart du temps on les laisse dans l'eau, on peut... Enfin moi ça légèrement m'arrive de le faire, on le soulève un peu de l'eau pour faire la photo. Ce qu'on arrêtera de faire quand il y aura des grands blancs et des requins tigres sur nos côtes. Mais à aucun moment on pose le poisson sur le fond du bateau. Ouais. Parce que là, c'est un poisson qui va battre. Et enfin, là, je pense qu'au niveau du Et d'ailleurs, catch and release, on n'est pas bon. J'anticipe sur un truc, il paraît que les thons rouges, on ne faut pas du tout les mettre, les sortir de l'eau, ça peut être très dangereux pour eux. Oui. Bah, c'est pour ça, comme je te dis, nous, on essaie de rester au-dessus de l'eau au Ça maximum. aille très vite. Et de faire la photo au plus rapide et on relâche le poisson. Donc, le lip grip pour le thon de manière à sécuriser en fait la prise, le temps de faire les manipulations et la photo qu'on a à faire en le laissant dans l'eau. J'ai tout bien compris. Parce qu'au début, il prenait des épuisettes Savage pour le thon. Mais c'était une épuisette par thon à peu près. Non. Je sais qu'elles sont pas chères, mais au bout d'un moment, c'est un budget. Quand même. Sur les petits poissons, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et alors après, c'est vrai qu'en mer, par exemple, moi, Salim et Clément qui pêchent en shore jigging dans le sud de la France, ils utilisent quand même beaucoup, parce qu'il y a des espèces, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, le barracuda. Oui. Par exemple, c'est difficile de dire trompe-moi ça par la bouche comme un black bass. Donc là, on n'a pas le choix. Là où on revient à ce qu'on disait précédemment, il faut peut-être faire attention à la station verticale du poisson quand il est un peu grand, peut-être le soutenir avec une autre main. Mais là, le lip grip est tout indiqué, on peut pas s'en passer. Sur ces poissons-là, oui. Ouais. Mais par exemple, pour le bar, je suis pas sûr que ça soit indispensable. Non, t'as pas besoin du tout, non. Donc là, on revient au même problème qu'en eau douce. On peut faire autrement. Épuisette, une bonne prise en main comme sur un bass. Et après, hop, on soulève son poisson, on le soulage sur les gros poissons, toujours pareil. Mais non, le fish grip, ou lip grip, ça a tendance à abîmer le poisson plus qu'autre chose. Ouais, on revient toujours au problème du trou et tout ça. Ouais. Alors quand on pêche en mer, peut-être qu'il faut l'avoir si par exemple on chope une espèce inattendue, j'ai envie de dire. Mais que si on peut s'en passer, ce serait ça un peu. Là, c'est même en eau douce. Au final, dès que tu peux arriver à t'en Vraiment, en eau douce, on est juste pas du tout. Ah non, pareil. Je préfère rater mon poisson, le décrocher au bord. Même pour mes clients, le trois quarts du temps, c'est moi qui décroche le brochet. Moi, je suis sûr que quand le client va prendre le poisson, il n'y a pas de risque de se foutre les tripes dans les doigts. Toi, t'as l'habitude. Voilà. Mais c'est ça, on en manipule énormément. Par contre, pour quelqu'un qui en a jamais manipulé, qui va arriver à en manipuler, ça va. Oui, c'est vrai que pour un guide de pêche, ça paraît plus naturel. Puis c'est des choses qu'on fait presque tous les jours, on va dire. Ouais. Du coup, on a l'habitude d'avoir l'armement à côté des mains. Ce qu'il y a, c'est que sur le lip grip, j'ai l'impression qu'en fait, quand on peut s'en passer, on reste. Mais ça rejoint un autre truc qui est la station verticale du poisson. C'est surtout, même si on utilise un lip grip, éviter de le pendre par ce truc-là. C'est surtout ça. Parce que là, on aggrave le truc. Parce que là, c'est pas juste toute la tête qui porte le poids du corps, c'est un tout petit point de contact qui porte l'ensemble du poids du corps plus la tête. Et là, je pense que ça se voit même encore pire. C'est pour ça que les photos sont dégueulasses quand c'est vraiment ça. Que tu vois le gars qui tient son fichier comme ça, là, c'est dégueulasse. C'est pour ça que tu vois souvent que ton brochet est déformé. Ça te fait oui, t'as tous les organes qui sont partis au fond. Tous les organes sont descendus et sont sur le bas du poisson. Ouais. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ouais, il est gras ton brochet. Il a un gros cul en tout cas. Mais non, c'est à s'en aider pour s'en servir, à se mettre en sécurité. Oui, s'en servir comme ça, non. Oui, il faut pas que ça devienne systématique. Comme tu dis, il y a un outil. Il faut apprendre à bien s'en servir, c'est apprendre à plus s'en servir. En fait, c'est surtout ça, je pense. Au final, la finalité, c'est que même si t'en as un, la finalité, c'est que tu t'en serviras plus au plus tard. C'est le meilleur outil, comme tu disais juste avant, ça reste l'épuisette. Après, il y a un autre truc dont je voudrais aborder avec vous, c'est, par exemple, le vocable pêche sportive. C'est un concept en fait qui sert un peu à passer en clandestin tout plein de conceptions, tout plein de définitions. Et en fait, c'est une expression qui a en fait plein d'expressions dans l'histoire de la pêche. Et par exemple, je me souviens d'une époque où pêcher sportivement, c'était pêcher très fin pour qu'en fait le poisson ait une chance, de s'échapper. C'est ça qu'on entendait par pêche sportive. Et maintenant, finalement, on se rend compte que la pêche sportive, ça peut vouloir dire, par exemple dans ma bouche à moi, au contraire, pêcher le plus gros possible. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, par exemple, sur l'idée de diamètre de fil et de durée du combat avec le poisson, puisque c'est lié en fait. Parce que si on pêche fin, le combat dure plus longtemps. Julien ? Ouais, je pense que plus le combat va durer, moins le poisson a de chances de survivre. Ouais. Donc sur des poissons comme le thon, au-delà d'1 heure de combat, ton poisson il est cuit. En fait, pendant le combat, plus le combat va durer et plus il va sécréter d'acide lactique. Exactement. Et ça va causer sa mort. Là, et c'est ça qui est un peu dingue, c'est qu'en fait, ça par exemple, c'est invisible en photo.
mais là pour le coup ça peut être une vraie conséquence létale pour le poisson. C'est ça. Et la dernière fois j'ai mis des vidéos en ligne sur TikTok, je suis sur TikTok parce que je regarde des adolescentes déshabillées qui passent. Et en fait il y a un mec à un moment il me voit extraire un bass en force parce que je voulais pas qu'il reste... je voulais pas le pincer dans un arbre, tu vois, donc je l'extrais. Et il y a plusieurs mecs qui mettent en commentaire, bon c'est des gamins, ouais, où est le plaisir du combat? Mais j'avais envie de répondre, ce que je fais pas, parce que c'est pas grave. Mais le plaisir pour qui? Parce qu'un combat qui dure, c'est en fait une torture pour l'animal et c'est beaucoup plus de chances de mortalité. Bien sûr. Et on en reparlera après, mais il y a des choses très importantes à repérer là-dessus, sur ce que c'est qu'un combat qui est profitable pour le poisson. La différence entre la brutalité et la violence, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que tu veux dire, Quentin? Par rapport au diamètre de fil, enfin tout est lié en fait au final, parce que moi personnellement je trouve que c'est une hérésie de pêcher avec des diamètres sous-dimensionnés, parce que déjà de 1, le combat va durer plus longtemps, la sécrétion d'acide, tout ça qui va provoquer des dégâts chez le poisson, mais en plus tu as le risque de laisser le leurre dans la gueule du poisson, ce qui est pas forcément vraiment mieux, quoi. Parce que même si bon, dans les mœurs en général on dit il y a le leurre, il va réussir à l'enlever, ce qui fait une boule de pu, il l'enlève, machin. Alors des fois ouais, sacré projet. Pas tout le temps, voilà, disons que si on part de ce principe là, à ce moment là autant pêcher avec du 12 centièmes pour tout, quoi. C'est un petit peu débile à mon sens. Après des fois on ne choisit pas non plus. On choisit pas, c'est vrai. Tu pêches des poissons, je reviens sur le thon. T'es sur des poissons 30-40 kilos, pof, tu les pêches. Après, dans la pêche en mer, à la pêche en avec mer, ton matos, et là d'un coup, t'as un poisson de 100 kilos qui attaque ton popper. Bon bah. Après la pêche en mer, tu rencontres des problématiques que nous en pêche en eau douce, on rencontre moi aussi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien que tu aies un peu les... Et parallèlement, ce que tu racontes avec les black bass, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si tu pêches avec un diamètre fin, ou en tout cas avec un diamètre où tu juges que va pas falloir qu'il traîne trop dans les branches, parce que sinon ça va être mort, il va casser, il va se retrouver avec 3 mètres de tresse, 2 mètres de fluoro et un leurre dans la gueule avec un 3-0, bon c'est pas terrible, quoi. Donc moi je pense que non, faut de 1 écourter le combat pour le poisson, et de 2 adapter son matériel pour justement avoir un combat adapté, quoi. Donovan? Moi, comme j'utilise que du matériel assez lourd, généralement, Oui, c'est vrai que Donovan, c'est un gros spécialiste du big bait. Enfin, quand je dis un grand spécialiste du big bait. De toute façon, je ne pêche que ça. Donc, au final, c'est toujours des tresses surdimensionnées, c'est des cannes surdimensionnées. Donc, les combats, généralement, même sur des gros sujets, je les fais durer le minimum de temps possible. Moi, il n'est pas question de faire un combat d'1 quart d'heure avec un brochet d'1 mètre, par exemple. Moi, quand je vois... D'ailleurs, on ne comprendrait pas pourquoi ça dure un quart d'heure. C'est long, un quart d'heure. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Mais même, enfin, ma femme trouve que c'est pas si long que ça. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est même beaucoup trop long. Mais m'a traité d'éjaculateur précoce. Comment peut-elle me juger en 45 secondes? C'est vrai. Mais voilà, donc l'idée c'est de vraiment tout raccourcir à chaque fois le maximum les combats. On pourrait partir sur le sujet de la carpe où c'est exactement pareil. Je suis toujours en 32 centièmes, je pense. Quand je vais faire des pêches en carpe, moi il n'est pas question que le moulinet débraye parce que la carpe elle va faire 3 mètres de plus. Non, ça m'intéresse pas. Moi il faut que la carpe elle revienne le plus vite possible. Ouais. Plus son combat sera diminué, plus elle a de chance de mieux repartir. Bien sûr. Donc je vais pas, déjà que c'est déjà très bien, très gentil pour le poisson de venir nous faire un peu... Alors après c'est vrai qu'il y a un truc que disent parfois les gens, et derrière en fait il y a du bon sens, mais en fait il faut savoir que le bon sens c'est l'intelligence des imbéciles. Ce qui est un peu, c'est pour ça que j'ai pensé c'est une question de bon sens, faut se méfier du bon sens. Faut rappeler que c'est le bon sens qui a fait qu'on n'a rien compris à l'univers jusqu'à la Renaissance. Chacun a son bon sens. Ouais, c'est ça, mais le bon sens ça veut rien dire. Enfin, le bon sens c'est les évidences remises sur la table, c'est l'évidence des évidences, donc ça veut rien dire. Et donc en fait les gens ils te disent ouais mais si le poisson n'est pas fatigué, il va se débattre en dehors de l'eau, il va être plus dur à manipuler, c'est là où il va y avoir un problème pour eux. Alors en fait ça tient pas debout, mais il faut expliquer pourquoi. Mais moi, je te dis, je fais très vite, donc au final, même pour faire mes photos, que ce soit avec les carpes ou les brochets... mais en fait, surtout beaucoup plus simple que ça. Ça consiste à dire qu'un poisson serait mieux s'il arrivait à moitié mort plutôt qu'en pleine forme. Ouais, voilà, c'est pas du tout ça. Donc là, si on veut parler de bon sens, moi je veux bien. Il suffit de le reformuler pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Alors il y a une très belle étude américaine dont je me suis fait le relais, vous pouvez aller sur mon blog du Fishing, ça s'appelle No Kill, un pieux mensonge, point d'interrogation. Donc dedans je relaye plusieurs études américaines et il y en a une qui était très intéressante. En plus le protocole était cool, je vous le fais vite fait, mais en fait il court après des poissons. Et après, il les manipule et il voit ce qui survit, ce qui se passe. Et en plus, c'est une étude qui est très basée sur ce qu'on disait, les dommages sublétaux, donc les impacts sur la reproduction, sur l'alimentation et tout ça.
Et en fait, les conclusions de cette étude, c'était qu'effectivement, il fallait qu'un combat soit écourté au maximum, quoi qu'il arrive. Il faut que le poisson arrive en pleine forme pour pouvoir repartir en pleine forme, et surtout pour un critère déterminant qui est de supporter la séance photo. Alors c'est facile à vérifier, il suffit de, là, vous allez me dire c'est anthropomorphisme, mais non. Imaginez, moi je faisais de la boxe, toi aussi, vous faites un 3 fois 3 minutes contre Mike Tyson, en imaginant que vous y ayez survécu. Oui. Vous descendez du ring, là il y a un mec qui vous attrape, il vous met la tête dans un seau d'eau pendant 2 minutes. C'est fini. Ouais. Et en fait, ce qu'explique cette étude, c'est qu'en fait, il y a 3 facteurs qui sont décisifs. C'est la température de l'eau. Contrairement à ce qu'on croit, une eau fraîche n'est pas meilleure qu'une eau très chaude. Il y a des températures de confort qui varient selon les poissons, mais qui est souvent entre 15 et 20 degrés. Il faut que le combat soit très bref. Et il faut que le temps en dehors de l'eau, surtout, soit très bref. Et en fait, vous lirez l'article, je ne peux pas vous en faire comme ça le résumé, mais c'est surtout des facteurs combinés. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que par exemple, si votre combat était très long, et que la température n'est pas adéquate, c'est terrible. Si votre combat était très long et que vous le laissez très longtemps en dehors de l'eau, c'est terrible. Par contre, si la température n'est pas adéquate et que vous laissez un peu longtemps en dehors de l'eau, mais que le combat était bref, c'est beaucoup moins grave. Et il y a des combinatoires comme ça qu'il faut connaître et qui permettent peut-être aussi un peu justement d'affiner les choses et de se dire voilà, moi je pêche dans une eau très chaude, qu'est-ce que je dois faire? Alors, de toute façon, la première chose à faire quand c'est pas cool pour le poisson, trop chaud, trop froid, ou que vous devez faire une photo derrière, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite justement pour qu'il arrive en pleine forme, qu'il soit pas suffocant, plein d'acide lactique et tout ça pour pouvoir supporter la séance photo. Et même par exemple, si vous prenez un poisson en profondeur, il faut aller très très vite, ça c'est clair. Mais par exemple, si vous prenez un poisson qui est dans une bonne température de confort, proche de la surface, vous pouvez très bien le laisser dans l'épuisette un petit moment, se remettre un petit peu du truc, à condition que ça soit bien la température de confort qui lui convienne et que l'eau soit oxygénée, pour le préparer à la séance photo. Mais à l'inverse, si vous faites ça, alors que vous le sortez de 10 mètres d'eau, voilà, parce qu'il voulait être sous 10 mètres d'eau, il y a une bonne chance que vous finissiez de le tuer. Tout ça pour dire que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense et que ce qu'on voit en photo sur Facebook ne nous dit rien en réalité de ce qui se passe. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait parler aussi quand même de l'épuisette, la prise sportive à la main? Parce que c'est pareil, pendant très longtemps, mais des super potes à moi disaient moi j'utilise pas d'épuisette, je préfère la prise sportive à la main. Ça rejoint le truc d'avant. Mais aujourd'hui, c'est l'épuisette qui revient à la mode. Et je pense que ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ouais. Quentin? Moi, épuisette maintenant. Je l'ai fait, passer un temps, prendre à la main. C'est vrai que ça a un côté, vraiment, avoir le contact avec le poisson. Et il y a une certaine fierté en fait qui se dégage de se dire limite je vais laisser une chance entre guillemets de se décrocher. Ouais. Je l'ai attrapé, je suis vraiment je suis allé au bout de ce que je voulais faire, vraiment le contact. Mais après là où ça pose problème en général, surtout pour nous qui notre but aussi au sein de la marque c'est de proposer un contenu média. Quand on doit faire une photo, en général faut préparer le trépied, faut mettre quelque chose machin, chose qu'on fait pas avant d'avoir pris un poisson. Si on depuis le trépied avant chaque poste, on s'en sortirait pas. Et cette partie là, quand t'as le poisson dans la main, c'est un peu chiant. C'est mort, ça, c'est vrai. Donc du coup... Et surtout ce qu'on disait, ça permet vachement d'écourter le combat. Voilà, donc du coup, le poisson, maintenant c'est épuisette, le poisson il arrive, tchac, épuisette, calé dans l'eau et... Nathanaël, qu'est-ce que tu en penses toi? Épuisette ou prise sportive à la main? Ou fiche grippe. John Cena. Direct sur la tête du fiche, ah merde. Comme ça c'est déjà fini. Comme ça c'est déjà fini. Voilà. Dropper les poissons, on l'a tous fait. Moi, et on le fait tous, moi je le fais encore d'ailleurs. Sur les perches en particulier. Pourquoi on le fait sur les perches? Je vous explique vite fait parce que les gens c'est parce qu'une perche ça se décroche au bateau généralement. Et donc quand elle arrive, hop, c'est la continuité de l'atterrissage de la perche. On la fout dans le bateau si la coque n'est pas brûlante évidemment. Voilà. Sinon on prend une épuisette comme tout le monde. Ouais. Moi j'essaye au maximum de... Mais les basses je les drop plus par exemple. Ouais. Moi basse j'en ai pas donc comme ça le problème est réglé. Puis on rejoint l'histoire de la verticalité aussi, le dropper. C'est mieux de le mettre, il reste dans l'eau. Il est dans l'épuisette, il n'y a même pas besoin de le sortir. Mais attention, quand c'est bien droppé, parce que souvent droppé, les gens ils ont cette image-là. Oui. Alors que dropper, c'est plutôt un truc très horizontal. En fait, la plage arrive, hop, tu la soulèves un peu, elle tombe dans le bateau. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas avoir une coque creuse. Je pense que le problème, c'est pas de dropper le poisson en lui-même, c'est surtout les conditions de sa réception. Oui. Je pense que c'est plutôt ça. C'est sur quoi vous le posez quand vous le droppez. Sur l'alu bouillant. L'aluminium bouillant, la moquette bien chaude, bien sèche. Vraiment, comme c'est beaucoup du bord, souvent c'est du gazon, donc j'ai un peu de chance là-dessus, on va dire. Tu droppes les métrés Non. Bon et enfin, on va terminer avec ça, cette deuxième partie, avec ou sans ardillon? Moi je dirais avec, mais après... Moi je dirais que ça dépend pourquoi.
Genre la truite sans ardillon. Pour moi, truite, c'est sans ardillon quasiment systématiquement. Même maintenant, c'est systématique. De toute façon, les réglementations l'imposent un peu partout. Donc, de toute façon, voilà. Mais après, pour brochet, pour certaines techniques, en top water, ça me viendrait pas à l'esprit de mettre pas d'ardillon. Mais après, bon. Ouais, pour le poisson, c'est mieux. Moi, avec ardillon, et enfin. On a déjà quelque chose qui va percer la gueule du poisson. Qu'il y a un petit truc en plus ou pas, ça ne changera rien au final. Ah, là, c'est pareil, il y a une étude scientifique qui est un peu. Faudrait qu'elle soit redoublée, mais qui tend à montrer qu'en fait, avec ou sans ardillon, ne change absolument rien au niveau des blessures sur le poisson. Ça serait plutôt la finesse du fer qui serait intéressante. Par contre, ça change quelque chose au temps de manipulation après. C'est-à-dire que sans ardillon, ça va plus vite. Ouais. C'est ça que ça changerait fondamentalement. Mais là, vous voyez, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire quand on pense avec ou sans ardillon, on pense à tout sauf à ça. Alors que ce que montre l'étude, c'est que ce serait plutôt là qu'il y aurait un gain, qu'il y aurait un bénéfice. Et ça va varier en fonction de comment c'est piqué aussi. Parce que s'il est piqué en bord de gueule, ardillon sans ardillon, ça va strictement rien changer. Par contre, s'il y a deux gros triples à broc, le broc il l'a engamé jusque dans les branchies, ardillon sans ardillon, ça rejoint l'histoire de la manipulation. Ouais. Bon, après, avec l'habitude, t'arrives à faire vite, quoi. En tout cas, je vais vous donner le jeu concours dans une minute, mais on m'a dit dans l'oreillette que c'était le moment de Gourdin Direct avec Julien Fessot, donc qui sera interviewé par notre intervieweur star. Vas-y mon gars, bon courage. Suis-le, il va me dire ce qu'il fait. Julien Fessot, bonjour. Nouma, bonjour. Julien Fessot, depuis combien d'années vous pêchez? Eh bien, 30 ans. 30 ans. Vous devez donc connaître cet objet. De quoi s'agit-il? Une pince longue nose. Longue nose qui pourrait se traduire par? Long bec? Long nez? Long nez, exactement, tout à fait. Et cette pince longue nose, ou long nez, permet de se passer de quel autre style de pince? Deep throat? Exactement. Le nom long nez empêche le deep throat. Je n'insiste pas plus longtemps là-dessus car c'est comme ça qu'on va perdre de l'audience. J'ai appris que vous aviez mis pas mal de thon sur vos genoux par le passé. Quelques-uns. Quelques-uns. De quel poids principalement? Je me rappelle plus exactement. Il paraît que par chez vous on parlerait de 35 kg en moyenne. Des thons qui ne devaient pas être si âgés que ça, non? Très bien, ça s'est bien passé? Très bien, impeccable. Parfait. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci encore à mes invités. On se retrouve pour la 3e partie dans 2 mois maintenant. Et il s'agira encore d'évoquer certains thèmes et puis on essaiera de conclure là-dessus. J'ai encore quelques informations à vous donner. En tout cas, si vous avez regardé cet épisode jusqu'à la fin, notez dans un commentaire le capot, c'est le no-kill intégral. Et vous participerez automatiquement à un tirage au sort qui aura lieu quelques jours avant le prochain épisode de ce Savage Talk Show. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et merci beaucoup.